Fragment 6. En plaçant cette contradiction dans le contexte de notre enquête sur le genre et de la domestication, une contradiction flagrante apparaît. Pourquoi la volonté de Freddy d'embrasser l'inconnu, au sujet du travail, ne s'applique-t-elle pas dans la même manière au genre ? Peu d'efforts sont nécessaires pour entendre la critique de la certitude anthropologique au monde genré. On pourrait aisément dresser un parallèle en disant « Les anthropologues, sympathiques envers les sociétés primitives, vont voir les relations entre hommes et femmes comme plus justes et désirables dans ces sociétés que dans les sociétés civilisées. Et elles ont tort, parce qu'il n'y a pas de relation entre les hommes et les femmes. Et elles vivent dans un monde genré, et donc elles ne peuvent percevoir les existences variées et ineffables des autres qu'en conformité avec ces catégories. Un anthropologue avec la moitié d'un cerveau dira que ces relations de genre sont moins rigides et dominantes que celles que nous vivons. Un anthropologue avec une imagination dira que ce ne sont pas du tout des relations genrées dans la manière dont nous les comprenons. Cette critique peut être très aisément appliquée à presque tous les écrits primitivistes sur le genre. Perlman et Daubonne sont évidemment impliqués dans ce type d'essentialisme concernant les rôles que les femmes et les hommes jouaient dans les cultures primitives. L'archétype de la femme comme centre de l'univers nourricier et procréatif est clairement aussi construit par la division du travail, et pourtant il est d'autant plus sinistre qu'il opère comme s'il était naturel. Alors que la théorie du genre de Zerzan est plus ouverte à l'usage de l'anthropologie, elle dégage une ouverture contre l'essentialisme en identifiant le genre comme une institution socialement construite et cousue sur une différence sexuelle naturelle. Cela mérite toujours d'être critiqué cependant. L'une des clés de compréhension les plus utiles de la théorie queer est la provocation déclarant que la dichotomie sexe-genre à laquelle se réfèrent les féministes depuis les dernières décennies ne représente pas deux systèmes, mais en réalité seulement un seul. Le sexe en tant que binarité n'est pas plus naturel que le genre. C'est l'arrangement rétrospectif et historique dans deux catégories d'une vaste gamme d'organes, d'hormones et de gestes et de dispositions, de formes corporelles, de capacités sexuelles, etc. Les efforts de la lutte pour la libération trans, transgender liberationist, sont pertinents relativement à ce changement, puisqu'ils démontrent qu'il n'y a pas de détermination ou de cohésion dans n'importe quel arrangement particulier des caractéristiques citées ci-avant, mais plutôt que l'arrangement de celles-ci en catégorie est toujours une attaque contre l'individu. Les luttes récentes des personnes intersexes vont plus loin en remettant en cause la certitude qui naturalise le sexe binaire. Les silencieuses mutilations et remodelages scientifiques et médicaux d'innombrables enfants pour faire entrer dans les catégories du sexe binaire démontrent qu'il n'est pas plus naturel que le genre binaire. Cette capture institutionnelle dans l'un ou l'autre sexe est juste une des plus récentes formes de ce qui est un ancien régime du diète, de médecine, de travail, de servitude, de religion et de tabou qui vise à modeler et amplifier deux sexes parmi les possibilités infinies contenues dans le corps humain. Le sexe et le genre sont la même opération historique, historical operation, de catégorisation et de séparation. Elles en sont simplement différentes articulations. Il n'est pas rare pour les penseurs et penseuses primitivistes et les anthropologues d'avoir une critique de l'hétéronormativité, pointant les preuves de l'existence des pratiques homosexuelles largement répandues dans la société tribale avant leur colonisation. D'autres vont aussi pointer en direction de l'existence de troisième genre dans certaines tribus. Ces récits sont pertinents dans le fait qu'ils s'attaquent à la vision naturalisée de l'hétéronormativité et aussi au futurisme reproductif, reproductive futurism, mais aussi longtemps qu'ils fonctionneront de manière scientifique, ils maintiendront toujours la stabilité du genre, même en parlant des troisièmes genres. Ils montrent un arrangement plus favorable du genre, mais il leur manque l'imagination pour comprendre que les gens aient pu avoir des relations avec leur corps et la sexualité d'un et d'une autre hors des cages genrées qui ont été construites autour de nous. De plus, la tendance à universaliser ces conclusions est une tendance du Léviathan. L'homogénéité est intrinsèque au procès de la domestication.
Si nous suivons une critique analogue à celle du travail, nous devons arriver à un point où nous pouvons dire que nous ne savons pas avec certitude comment était l'existence genrée avant la civilisation. Et pourtant, en aucune manière cette révélation n'altère notre certitude que le genre tel que nous le connaissons commence avec la civilisation. Si nous invoquons une voie hors du genre civilisé, nous invoquons alors en réalité un autre mystère, quelque chose d'ineffable qui échappe à toute définition et toute capture. Que signifierait participer à une lutte à mort contre le genre sans savoir ce qui a existé précédemment? Cela signifierait poursuivre un dehors qui se présente à nous comme les ombres et chaos. Cela signifierait combattre pour la nature, wild, sans recours au naturel. Comme nous l'avons énoncé auparavant, même si l'on renonce au privilège de la naturalité, nous ne sommes pas découragés parce que nous allions à la place avec le chaos et l'obscurité dont la nature déborde. Ce que nous avons appelé d'ailleurs désir queer est une propension vers ce chaos primordial.